Mes collègues et moi avons passé pas mal de temps à essayer de trouver des preuves de vie intelligente sur Terre. Nous avons échoué dans l'ensemble. Veuillez accueillir Carl Sagan. est l'un des milliards d'astronomes De notre époque. Guide-nous à travers les anneaux glacés, les lunes étranges et la planète tempétueuse Carl Sagan. Carl, quelles sont les dernières nouvelles? La dernière nouvelle, c'est que nous venons tout juste... d'effectuer l'approche la plus proche de la nouvelle intelligence. Eh bien, je suis né à Brooklyn, New York, j'étais un petit enfant, je devais avoir 5 ans, quelque chose comme ça. Et même avec une heure de coucher précoce en hiver, on pouvait parfois voir les étoiles, et elles me semblaient intéressantes, étranges, lointaines. J'ai demandé aux gens ce que c'était que les étoiles, et ils m'ont répondu. Ce sont des lumières dans le ciel, gamin. Eh bien, je pouvais voir que c'était des lointains des lumières dans le ciel, mais il me semblait qu'il devait y avoir une explication plus profonde. Il me semblait peu probable qu'il s'agisse simplement de petites lumières, des lampes suspendues dans le ciel. Qui les a placées là et pourquoi? Alors, lorsque j'ai eu ma première carte de bibliothèque, j'ai demandé presque à bout de souffle à une bibliothécaire un livre sur les étoiles. J'ai feuilleté ce livre pour enfants, facile à lire, et j'ai trouvé ce que je cherchais. Une affirmation stupéfiante disait que les étoiles étaient comme le soleil, sauf qu'elles étaient immensément éloignées, que le soleil était une étoile, mais simplement très proche. Je ne savais pas si le soleil était proche ou loin. Il faudrait l'éloigner pour qu'il paraisse aussi faible qu'une étoile. Je pouvais dire que c'était une grande distance. Et soudain, l'échelle de l'univers s'est ouverte à moi. Une expérience émotionnelle très puissante dans laquelle je suis toujours plongé. Toute l'idée de ce qui se passe quand on lit un livre, tu sais. Je trouve cela absolument fascinant. Voici un produit d'un arbre avec de petites marques noires dessus. Vous l'ouvrez et dans votre tête, vous entendez la voix de quelqu'un qui est peut-être mort depuis 3000 ans. Et pourtant, il est là, en train de vous parler directement. Quelle chose magique que cela. Des années après la disparition de Carl Sagan, nous l'écoutons toujours. Avec des mots profonds et des visions vastes, il a dévoilé les mystères de notre passé cosmique. Avec passion, il a adopté la danse cosmique, partageant son savoir dès qu'il le pouvait. Avec la science comme boussole, il cherchait à dévoiler les secrets de l'univers où la vérité prévaut. Nous étions des chasseurs et des cueilleurs. Nous errions en petites familles élargies et itinérantes, taillant et éclatant des outils en pierre bien avant qu'ils n'aient une petite touche de métal. Alors, au-dessus des braises mourantes du feu de camp, les gens observaient dans les étoiles. Et ils le faisaient, j'imagine, pour de nombreuses raisons. D'abord, c'est tout simplement éblouissant. Et nous, aujourd'hui, vivant sous des cieux pollués et dans des villes avec de la pollution lumineuse, avons principalement oublié à quel point le ciel nocturne peut être magnifique. Ce n'est pas seulement une expérience esthétique, mais cela suscite aussi des sentiments spontanés de révérence et d'admiration. Je veux aborder le fait important et regrettable que chaque culture humaine s'est considérée comme étant au centre de l'univers. C'est la prétention géocentrique. Non seulement chaque culture est arrivée à cette conclusion, mais je pense qu'il est évident que nos ancêtres en tiraient une immense satisfaction personnelle. La centralité de notre position était stupéfiante. Nous avons continué, chaque culture humaine, chaque grand philosophe, chaque scientifique, chaque chef religieux, pensant que nous étions au centre de l'univers. Nous l'avons exprimé sous différentes formes. Dans nos écritures, nous avons déclaré que les écritures étaient infaillibles, en faisant ainsi non seulement un crime séculier, mais aussi un crime religieux. Rien que d'y penser était interdit. J'imagine une visite extraterrestre arrivant sur Terre et écoutant ce que les gens disent partout sur la planète. Ils entendent « Nous sommes centraux, importants, spéciaux, tout tourne autour de nous ». Et puis j'imagine les extraterrestres nous considérer comme, je ne sais pas, la planète des idiots. Mais c'est trop dur. Parce qu'il y a ici une résonance entre l'interprétation la plus évidente de faits d'observation absolument clairs que chaque personne peut vérifier par elle-même. Une résonance entre cela et nos espoirs et besoins émotionnels. L'idée que l'univers est fait pour nous,
non pas à cause d'un quelconque mérite particulier de notre part, mais simplement parce que nous sommes là, ou simplement parce que nous sommes humains. Pour moi, cela semble résonner avec les mêmes sources psychiques qui sont responsables de l'idée que notre nation est spéciale et le centre de l'univers. Et les mêmes sources psychiques qui disent que notre genre ou notre groupe ethnique est important et central. Et toutes ces autres façons d'être humain sont d'une certaine manière moins centrales, moins importantes, moins dignes que nous. Nous avons une faiblesse, et je dirais que ceux d'entre nous qui s'inquiètent d'être rétrogradés, ceux d'entre nous qui souhaitent que nous soyons importants, devraient en faire quelque chose d'important. Nous devrions fixer un objectif facilement compréhensible, atteignable et inspirant pour l'espèce humaine, puis nous lancer et le réaliser. Cela nous donnerait la confiance qui nous fait cruellement défaut, car notre estime de nous-mêmes ne repose sur rien de concret. Nous voulons avoir de l'estime de nous-mêmes. Créons une planète où personne ne meurt de faim. Créons une planète où les hommes et les femmes ont un accès égal au pouvoir. Créons une planète où aucun groupe ethnique n'a de pouvoir sur un autre groupe ethnique. Imaginons une planète où la science et l'ingénierie profitent à tous ses habitants, et ma propre idiosyncrasie. Créons un monde dans lequel nous allons vers d'autres mondes. Les humains sont faits pour explorer, c'est notre plus grande force. Nous aimons explorer la nouveauté, ce qui a une valeur d'adaptation et de survie. Explorer le système solaire nous donne d'autres mondes avec lesquels comparer le nôtre, afin de mieux comprendre et contrôler notre propre planète. Nous explorons les grandes questions sur les origines que chaque culture s'est posée. Dans ce cas, d'où vient la Terre? D'où vient le système solaire? D'où venons-nous? C'est une entreprise pacifique menée au nom de toute la communauté humaine et qui sera rappelée pendant des milliers d'années. C'est de loin un pas bien plus grand que la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, l'exode des êtres humains et de leurs émissaires robots pour explorer leur propre bassin local, dans l'espace. Nous pouvons trouver des réponses, envoyer des vaisseaux vers des mondes voisins et utiliser des radiotélescopes pour détecter d'éventuels messages venus d'autres planètes. J'aurais honte de ma civilisation si, ayant les moyens de trouver des réponses, nous refusions de chercher. Nous vivons une période très dangereuse de l'histoire avec des armes de destruction massive. Nous sommes en train de modifier involontairement notre climat et d'épuiser les combustibles fossiles et les minéraux, toutes sortes de problèmes qui accompagnent la technologie. Nous ne savons pas si nous pourrons survivre à cette phase que j'appelle l'adolescence technologique. Si nous recevions un message venant d'ailleurs, cela montrerait qu'il est possible de survivre à ce genre de période, et c'est une information utile à avoir. La vie sur Terre est une expression de la remarquable capacité de certains types de molécules, les acides nucléiques, dont l'acide désoxyribonucléique est la variété la plus célèbre, qui contient toutes nos informations héréditaires, toutes les informations qui déterminent, disons, à quoi ressembleront nos enfants. Et beaucoup de leurs prédispositions héréditaires sont codées dans un langage d'environ 4 milliards de lettres, si je peux utiliser ce mot. Et l'hérédité de chaque autre personne est déterminée par une séquence différente, une séquence légèrement différente de 4 milliards de lettres. Toute l'idée de nous comprendre en regardant nos parents, et je ne parle pas seulement des primates, mais en remontant jusqu'aux insectes et même avant, est exaltante. Je trouve cela tellement passionnant, tellement enrichissant. Donc, et certaines personnes pourraient en penser que c'est un mauvais usage du mot, mais cela me rend tellement plus humain, au lieu de me rendre grincheux. Découvrir que j'ai un lien de parenté avec les autres animaux. Je pense que cela rehausse l'importance des êtres humains que nous soyons aussi étroitement liés à tant d'espèces, et une panoplie et une diversité aussi magnifiques dont la vie sur Terre est dotée. Voici ce vaisseau spatial qui a survolé les systèmes de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune,
Il est en route, de façon étonnante, vers les étoiles, un triomphe de l'ingénierie humaine. Nous tournons les caméras vers l'arrière et prenons une photographie de la planète d'où il est venu. Et voilà notre planète, un point bleu pâle. C'est nous, c'est chez nous, c'est là où nous sommes. Sur ce point, tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler ont vécu leur vie là-bas. La somme de toutes nos joies et de toutes nos souffrances, des milliers d'idéologies assurées, de religions, de doctrines économiques. Chaque chasseur est cueilleur, chaque héros est lâche, chaque créateur est destructeur de civilisation, chaque roi est paysan, chaque jeune couple amoureux, chaque enfant plein d'espoir, chaque mère et chaque père, chaque inventeur et explorateur, chaque enseignant vénéré de la morale, chaque politicien corrompu, chaque superstar, chaque dirigeant suprême, chaque saint et chaque pécheur de l'histoire de notre espèce a vécu là-bas. La Terre est une scène minuscule dans une vaste arène cosmique. Pensez aux rivières de sang versées par tous ces généraux et empereurs, tant ces présidents et premiers ministres, chefs de parti, pour qu'en gloire et en triomphe, ils puissent devenir les maîtres éphémères du coin d'un point. Pensez aux cruautés sans fin infligées par les habitants d'une partie du point aux habitants à peine distinguables d'une autre partie du point. À quel point leurs malentendus sont fréquents, à quel point ils sont impatients de s'entretuer, à quel point leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre importance personnelle imaginée, l'illusion que nous occupons une position privilégiée dans l'univers me semble remise en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est un point solitaire dans la grande obscurité cosmique qui nous enveloppe, dans notre obscurité. Dans toute cette immensité, rien n'indique que quelqu'un viendra nous sauver de nous-mêmes. Cela n'arrivera que si nous le faisons nous-mêmes. On dit que l'astronomie est une expérience qui rend humble, et j'ajouterai qu'elle forge le caractère. Pour moi, c'est l'une des nombreuses démonstrations à travers l'astronomie de la folie des prétentions humaines. Pour moi, cette image souligne notre responsabilité d'être plus bienveillants les uns envers les autres et de préserver et chérir ce point bleu pâle. Le seul foyer que nous ayons jamais connu. Merci. Souhaitez-vous être retenu pour quelque chose en particulier ? Je ne sais pas, je dois laisser aux autres la décision de la façon dont je serai rappelé. Mais merci beaucoup pour la question. Son héritage perdure comme la traînée d'une comète, inspirant des générations à réfléchir, rêver et triompher. Carl Sagan, une sommité de la joie cosmique, son œuvre allume une curiosité éternellement vive. Quel est votre souvenir de Carl Sagan ? N'hésitez pas à partager votre souvenir de Carl Sagan et ce que son œuvre inspirante a signifié pour vous dans la section des commentaires ci-dessous. Merci.